L'actualité cette semaine a été encore dense et elle est marquée par la grève de la faim suivie de l'hospitalisation de l'ancien député Nicodème Ayaw Rabia, le recensement électoral dans la zone 1, la probable recomposition de la CENI, la reprise des manifestations de rue et autres. Dans l'émission Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance, notre mission est de vous faire redécouvrir ces actualités à travers des décryptages et des analyses. Alors, chers téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, bonsoir et bienvenue. Parlant d'invité, il s'appelle Dodi Espoir Koudjodi. Il est journaliste et membre de la société civile à travers son mouvement Nouveau Citoyen. Chers confrères et amis Espoir, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Daniel, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de radio, de la télévision Espoir 47. Tout le plaisir pour nous de partager ces instants d'analyse avec vous. Merci. Donc, bon, si vous avez dit la radio, c'est pas mal aussi, puisqu'on avait fait aussi la radio. C'est une bonne guerre. Nous allons commencer par parler de vous. Quand on dit Koudjodi, Espoir, Dodi, à quoi devons-nous penser? À qui? Oui, pour faire simple, en réalité, Espoir Koudjodi est un linguiste communicateur de formation, journaliste directeur de l'hebdomadaire L'Engagement. Nous allons y revenir sur ça, ça m'intéresse. et acteur de la société civile. Quand je dis acteur de la société civile, parce que nous avions créé un mouvement qui s'appelle Nouveau Citoyen, un mouvement spécialisé dans le civisme et la citoyenneté. Mais entre-temps, Espoir Koudjodi sert beaucoup plus ou s'intéresse beaucoup plus à la politique. Et c'est ce qui nous a valu notre entrée dans les forces démocratiques pour la République, les FDR de Maître Paul Dodi à Pevon, où nous occupons en réalité le poste d'attaché de presse, conseiller média. Espoir Koudjodi, oui c'est vrai, un ancien journaliste si je peux dire, parce que être en même temps journaliste et faire de la politique, je pense qu'il y a de l'amalgame. Je pense qu'on va y revenir, mais nous allons... Mais pour faire simple, disons tout simplement qu'Espoir Koudjodi, c'est l'attaché de presse de FDR, le président du conseil d'administration de Nouveaux Citoyens et membre actif du mouvement Les Sentinelles de la République en tant que commissaire chargé du secrétariat de la communication. On va y revenir en détail, mais d'abord nous allons parler de votre enfance. Elle s'est déroulée où et comment? Oui, Espoir Koudjodi, je suis né ici à Lomé, à Baie. Après mes études primaires, j'ai rejoint ma grand-mère à Anéro, où j'ai continué au collège jusqu'au niveau 3e, où je suis retourné à Lomé, chez mon papa ici. Après le BPC, j'ai fait le lycée Bénédicte Copé ici à Lomé. L'Igbeco. Suite à mon baccalauréat deuxième partie, je suis allé à l'université ici. Et après l'université, quelques formations sur d'autres plans. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, pour faire bref, Espoir Koudjodi. Oui, je vais revenir encore sur votre enfance. Quels souvenirs gardez-vous de cette période de votre vie? En réalité, souvenirs, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais je peux dire tout simplement que nous avions eu une enfance gaie, parce que avec tous ces amis d'enfance aujourd'hui que moi je retrouve dans nombre de structures en termes de responsabilité, dans nombre d'organisations au niveau même de l'administration, tout ça là, j'ai eu une enfance, pour faire simple, j'ai eu une enfance tendre, parce que avec le minimum de moyens dont disposaient moi mes parents, ils ont fait l'essentiel en termes d'éducation, en termes d'éducation, ouais, si je peux résumer la chose ainsi, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, une enfance tendre, une enfance joyeuse. C'est vrai que nous sommes au Togo, il y a eu des difficultés, mais les difficultés n'ont pas eu le dessus sur ce que nous devions espérer. Vous avez dit que vous avez passé votre enfance dans le quartier B, mais dans les années 90,
si je suis certain, vous êtes né dans les années 90. Ceux qui avaient vécu dans ces quartiers n'ont pas bon souvenir, n'ont pas un souvenir joyeux de cette localité. De cette localité, non. Mais disons tout simplement que c'est une localité historique parce que elle a abrité les grands mouvements en termes d'aspiration à la démocratie, en termes d'aspiration à plus de liberté. Je pense que c'est un quartier qui a beaucoup plus abrité ces mouvements-là, ce qui lui confère ce caractère historique dans notre pays. Donc c'est un quartier, c'est vrai que nous, parlant des années 90, on était encore des gosses, il faut le reconnaître. Mais on était déjà nés quand même, mais on n'avait pas participé de façon active parce que nous étions des enfants. Donc on n'avait pas participé de façon active à tous ces événements-là qui ont conduit aujourd'hui au minimum que nous avons en matière démocratique, en matière de liberté et tout ça là. Mais le quartier B est resté ce quartier-là où naissent souvent les revendications les plus légitimes, où partent souvent les revendications les plus légitimes des populations. Sinon, j'aimerais faire un lien, peut-être c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes engagé à faire la politique, je ne sais pas. Le lien, je ne le pense pas, mais toujours est-il que pour Espoir Koudjodi, c'est un engagement, puisque quand vous prenez même mon journal, l'engagement, qu'est-ce que ce journal est devenu aujourd'hui? Parce qu'on ne vous sent pas, on ne vous sent plus sur l'échiquier. Oui, c'est vrai. J'avais tantôt expliqué que j'ai commencé le journal L'Engagement en tant que directeur de publication. Après plus d'une vingtaine de parutions, je suis tenté à la politique. J'ai expliqué que faire de la politique et en même temps exercer le métier de journaliste, ça ferait une certaine contorsion. Donc, aujourd'hui, le titre est là, le numéro, le récépissé est là. Et je pense qu'il faudra justement léguer, puisque nous parlons d'entreprise, il faudra léguer justement le titre et arriver à une certaine organisation qui puisse continuer le travail. Mais je suis en train d'y réfléchir. Je pense que dans les brefs délais, dans les jours à venir, je parle de jours, dans les jours à venir, l'engagement reprendra de plus belle. Donc il est bien de faire carrière en politique plutôt qu'en journalisme. Il est bien. En termes de quoi? Parce que moi je n'ai pas bien serré la question. Aujourd'hui vous avez toujours est-il que, je t'explique, monsieur Adjalé, toujours est-il que les deux domaines appellent à un engagement au service de l'intérêt public. Bien sûr. Quand on parle de journaliste, c'est celui-là qui veut informer l'opinion, c'est celui-là, surtout le journaliste engagé, c'est celui-là qui, au prix de sa vie, veut éclairer les zones d'ombre en réalité. Quand on parle de la politique et surtout du côté de l'opposition, je pense que les nuances ne sont pas aussi... donc, les deux domaines sont des domaines où nous avions prêté serment pour pouvoir servir l'intérêt public. Donc je me sens à l'aise en quittant le domaine journalistique pour la politique. Je pense que c'est tout simplement un pas. Et en bref, quelle est votre ambition? Devenir un maire? Devenir le président de la République demain? Quelle est votre ambition? Je n'ai pas de barrière. Koudjodi n'a pas de barrière en termes d'ambition. Donc, nous avions commencé par impacter le terrain à travers nos actions. Je pense qu'il faut continuer dans cette même lancée et progressivement nous allons gravir les échelons que nous méritons, parce que ici nous parlons de mérite. Nous ne parlons pas de faveur, mais nous nous battons pour impacter au mieux le terrain et en contrepartie nous savons que nous allons gravir des échelons. Mais je dis que je n'ai pas de barrière. Donc, être président de la République, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nouveau citoyen, c'est sous cette bannière que vous intervenez parmi les organisations de la société civile. Éclairez-nous sur ce mouvement. Oui. Bon, c'est-à-dire ses origines, ses buts et perspectives. Nouveau citoyen est une organisation de la société civile créée en 2016 par des jeunes qui veulent corriger l'incivisme ambiant dans le pays. Tout est parti du constat que
le Togolais qui est très, très respecté, le Togolais qui présentait une certaine civilité en termes de comportement, en termes de vie au sein de la communauté. Aujourd'hui, l'incivisme a tellement gangréné la vie sociale au point que l'intolérance, tout ce que nous pouvons dire en termes d'incivisme a pris le dessus. Donc, des jeunes se sont organisés en créant le mouvement Nouveau Citoyen pour pouvoir venir à bout de l'incivisme dans le pays. En 2016, justement, le mouvement était né. Si je peux déjà dérouler les quelques actions que nous avions menées. En 2016 déjà, à la création du mouvement, nous avions organisé un atelier de formation des femmes de 25 marchés de Lomé. Si je dis des femmes de 25 marchés, des femmes de différentes associations de 25 marchés de Lomé. 25 marchés de Lomé. Donc plus de 250 femmes sur des vertus civiques et citoyennes. Après cette formation, nous sommes intervenus sur un nombre d'occasions sur des médias pour donner nos positions sur des différentes thématiques liées aux différents domaines d'intervention de notre organisation. Donc, après ces interventions, à part ces interventions, le gros du combat que nous avions mené, c'est contre les carrières sauvages d'exploitation de sable. Ces carrières sauvages-là qui pilulent un peu partout dans le pays ou qui deviennent, parce que à force de creuser pour pouvoir avoir du sable, en saison pluvieuse, ces grosses fosses deviennent pratiquement des lacs artificiels et tenez-vous bien, ces carrières-là se retrouvent dans des milieux à forte habitation. Donc, il y a les risques de noyade, les risques d'épidémie, parce que par incivisme, les populations même, ils jettent des ordures. Donc, c'est un combat que nous avions mené et nous nous réjouissons, du moins, pour le littoral, parce qu'on ne peut pas dire que la mer avance à grands pas et creuser encore des fosses au bord de la mer. Donc, les carrières de Nimania, d'Alogavi et de Délikem aujourd'hui sont fermées. À cause de la lutte entre sont fermées à travers les actions d'envergure menées par l'organisation Nouveau Citoyen. Et donc, c'est un mérite. Aujourd'hui, nous continuons le combat sur d'autres thématiques, mais entre-temps, puisque vous m'avez présenté en tant qu'acteur de la société civile, entre-temps, toujours par rapport à mes aspirations politiques, j'ai dû laisser la main au niveau de l'organisation. Je n'ai pas quitté l'organisation parce qu'on ne peut pas être à la tête de l'organisation et faire en même temps de la politique. Donc si je comprends bien, s'il faut parler de Koudjodi, c'est rien que sur le terrain politique. Oui, et sur le terrain du mouvement citoyen, les sentinelles de la République. Pour que les choses soient claires pour les téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, Nouveau Citoyen a un directeur exécutif avec un nouveau bureau à la personne de Roger Bessia, qui est le nouveau directeur exécutif de Nouveau Citoyen, pour dérouler les actions et les programmes de l'organisation. Mais vous êtes un membre fondateur. Je suis membre fondateur de Nouveau Citoyen. Et ancien président de Nouveau Citoyen. Ancien président, mais qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir s'effacer de la tête, un peu de la tête de l'organisation? On a créé un poste de contrôle qui est le conseil d'administration. Donc je suis aujourd'hui le président du conseil d'administration, mais je ne suis plus visible. En réalité, c'est M. Roger Bessia et son équipe qui déroulent les actions sur le terrain. Donc aujourd'hui, présenter Koudjodi, c'est au niveau des FDR en tant qu'attaché de presse et au niveau du mouvement citoyen créé par les jeunes politiques et de la société civile, le mouvement qui s'appelle les Sentinelles de la République. Je vais demeurer encore dans le domaine de Nouveaux Citoyens parce que, bon, je ne sais pas, c'est que les choses ont tellement évolué. Moi, je vous considère encore comme un pilier de Nouveaux Citoyens. Vous avez fait 2 ans, vous avez listé un peu une partie des bilans. Bon, est-ce que c'est tout ce qu'on peut retenir des 2 ans de Nouveaux Citoyens? Et en même temps, après les 2 ans, vous êtes lancé un défi. Et ce défi, c'est la protection et la promotion des libertés fondamentales. Oui, justement. Ce n'est qu'une partie des activités réalisées durant ces 2 ans. Puisqu'on ne peut pas se mettre ici à étaler toutes les actions. Ce n'est qu'un bref résumé des actions d'envergure que nous avons menées sur le terrain. Mais
Et nous avions tout récemment organisé une assemblée. Et c'est sur la base de cette assemblée-là que je me suis éclipsé. Donc, l'assemblée a donné de nouveaux défis à l'organisation. Ces défis sont en train d'être relevés par la nouvelle équipe dirigée par M. Roger Gressia. Donc j'ai été tellement en marge des informations, sinon d'accord. Mais je vais rester toujours dans cette siège en disant que votre nouveau défi, la liberté fondamentale, c'est ce qui vous a conduit encore vers les sentinelles, parce que ces derniers temps, cette semaine également, on vous a vu. Vous avez été du côté, vous avez répondu à l'appel lancé par le Front citoyen Togo Debout. Est-ce que vous y étiez en tant que membre de FDR, ou bien membre des sentinelles, ou bien nouveau citoyen? Retenez que la grande mobilisation du 5 octobre 2018 a été sur l'initiative des forces vives de la nation et donc de la société civile. Nous avons été sollicités par le Front citoyen Togo Debout en tant que organisation citoyenne, les sentinelles de la République, et la cause défendue par le Front citoyen Togo Debout est partagée au niveau des sentinelles de la République, parce que cette marche a été organisée pour exiger la libération de tous les détenus politiques et même la facilitation. Les facilitateurs de la CEDEAO ont demandé pour qu'il y ait la décrispation totale de l'atmosphère politique dans le pays, que tous ces détenus-là soient libérés. Mais vous voyez qu'au jour le jour, on continue d'emballer les gens, on continue d'embastiller les gens, et tout ça là. Mais quant à la manifestation du 5 octobre, nous y sommes allés en tant que sentinelles de la République. Mais c'est une cause également partagée au niveau... c'est vrai que je ne suis pas invité en tant que membre des Forces démocratiques pour la République FDR, mais c'est une cause également partagée au niveau de la coalition et même au niveau des forces par les Forces démocratiques pour la République FDR, et ce qui témoigne d'ailleurs la présence du président national des FDR et d'autres leaders de la coalition à la marche, à l'apothéose. Donc il faut dire que c'est une cause que nous défendons aussi, et c'est avec beaucoup d'engagement que nous avons pris part à cette marche-là. Et vous nous avez vu, courant cette marche-là, nous avons été suffisamment actifs. Vous ne cessez de répéter les sentinelles de la République. J'ai déjà eu un membre de ce regroupement ici, mais rappelez-nous encore vos objectifs. Les sentinelles de la République sont une organisation citoyenne créée par des jeunes venus de divers horizons. Les sentinelles de la République ont vu le jour le 6 mars 2018, cette année. Et nos objectifs constituent à l'enracinement, à l'avènement et l'enracinement de l'alternance politique dans le pays, et à la promotion de l'état de droit et surtout à la promotion du leadership politique des jeunes. Donc, ce sont ces trois objectifs-là qui font les sentinelles de la République. Et quels sont vos moyens d'action? Oui, comme tout autre mouvement citoyen, nous procédons surtout par la formation des jeunes en matière politique. Parce que si nous disons que les jeunes doivent être avant-gardistes, si nous disons que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités politiques, il faut qu'il y ait derrière un programme de formation qui puisse leur donner un niveau assez pratique en matière politique, un niveau assez acceptable en matière politique. Donc, nous procédons par la formation de nos membres, par la formation des jeunes, puisque quand vous prenez aujourd'hui la démographie au Togo, les jeunes sont à plus de 70% de la population. Donc, s'il faut un visage nouveau de la politique au Togo, il faudra l'implication active de la jeunesse. Donc, pour nous, la jeunesse est un pilier fort pour un véritable changement dans notre pays, au Togo. Donc, nous procédons à la formation des jeunes. Ce que nous faisons ici déjà, des émissions au niveau des médias traditionnels et même au niveau des nouveaux médias, nous le faisons également. Nous avons des partenariats avec d'autres structures également. Surtout par rapport à ces objectifs déclinés, nous avons des actions que nous menons sur le terrain, notamment l'action que nous avions exécutée hier aux côtés du Front citoyen Togo Debout. Avant-hier, c'était le vendredi. Donc, pour les organisateurs de cet événement, c'est-à-dire la marche, c'est une réussite. Nous allons suivre quelques réactions et on revient.
sommes dans la rue, le Front citoyen Togo Debout en collaboration avec d'autres mouvements de la société civile pour exiger la libération des détenus politiques, des gens qui ont été arrêtés dans des manifestations pacifiques. Vous savez que depuis longtemps, les organisations de la société civile ont entrepris plusieurs démarches auprès des autorités publiques pour que ces personnes soient mises en liberté. Mais depuis, il n'y en est rien. Il y a même une feuille de route de la CEDEAO qui a recommandé qu'il y ait des mesures d'apaisement et de confiance pour la décrispation de la situation sociopolitique et ensuite mettre en liberté ces personnes. Mais toutes les démarches se sont avérées infructueuses et nous avons estimé qu'il faut manifester, mobiliser et en tant que groupe de pression, nous allons exercer notre droit de veille et d'alerte et faire pression sur les autorités afin que nos amis qui sont en détention arbitrairement, les uns sont malades et d'autres perdent leur boulot et donc nous allons demander leur mise en liberté immédiate et sans condition. Et aussi longtemps que l'autorité va satisfaire à cette demande, nous allons continuer toujours à mettre de la pression. C'est la preuve que les Togolais doivent se mobiliser parce que malgré les actions pacifiques, une grève de la faim qui est une manifestation non violente et nous avons écouté le mépris par lequel les autorités se sont moquées de ce citoyen qui a manifesté une certaine bravoure avec une action citoyenne pour demander la libération des gens. Les autorités, les ministres comme Bawara et les ministres comme Yard ont qualifié de la pure comédie ou bien de ridicule. Eh bien, nous pensons que c'est une action symbolique et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut nécessairement manifester parce que sans pression, les autorités togolaises ne vont pas bouger d'un yoga. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rue. C'était Maître Raphaël Pandé Adjaré, deuxième porte-parole de Front citoyen Togo Debout, qui s'est prononcé sur les objectifs de la dite marche. Monsieur Koudjodi, vous étiez à cette marche le vendredi. Est-ce une réussite? Oui. Précision, la marche de vendredi a été co-organisée par le Front citoyen Togo Debout et les Sentinelles de la République et d'autres forces vives de la nation. Mais parlant de bilan, vous avez vu vous y étiez, vous avez vu la mobilisation, en tant que journaliste d'ailleurs, vous avez vu la mobilisation, elle était monstre. Parce que ça prouve que les Togolais partagent la revendication, le mot d'ordre lancé par toutes ces organisations qui ont organisé cette manifestation-là. Ça prouve que les Togolais partagent largement ce mot d'ordre, la libération de tous les détenus politiques en réalité. Et vous avez vu la mobilisation dans les rues de Lomé vendredi dernier. C'est un sentiment de satisfaction parce que quand vous voyez depuis que les manifestations sont interdites dans le pays, tout ça là, avec des alibis, des aguicis, mais vous ne croyez plus à une telle mobilisation, surtout à l'appel de la société civile. Mais vous avez vu tout le contraire. Hier, la mobilisation était monstre. Donc c'est pour dire tout simplement que les Togolais ont soif de plus de liberté, sont décidés à en finir avec cette gouvernance arbitraire, liberticide. Et donc, pour nous, il ne faudra pas arrêter, il faudra continuer dans cette lancée-là avec d'autres mouvements, avec d'autres organisations très rapidement pour pouvoir arracher la libération de tous ces détenus politiques, pour pouvoir arrêter surtout le processus électoral qui est conduit de façon unilatérale dans le pays. Donc pour nous, il ne faudra pas arrêter, mais continuer pour pouvoir avoir toutes les conditions de transparence pour une élection crédible et équitable dans notre pays. Effectivement, le Front citoyen Togo Debout ainsi que la C14 prévoient renouveler ces manifestations de rue pour exiger le respect de la feuille de route, comme vous venez de le dire, et la libération des détenus. N'est-ce pas encore une manière de replonger notre pays dans une nouvelle crise? Replonger notre pays dans une nouvelle crise, comment? Mais qui a refusé de respecter la feuille de route de la CEDEAO? S'il faut indexer quelqu'un, une partie, la partie qui a refusé, la partie qui veut, comme tu as posé la question, la partie qui veut replonger le pays dans une nouvelle crise, c'est la partie gouvernementale.
Puisque l'espoir qu'il y avait au lendemain de cette feuille de route-là, l'espoir là est en train de s'effriter. Parce que... Mais du camp de l'opposition, c'est l'opposition qui pense là. Il y a une volonté manifeste, un refus catégorique du côté, c'est ce que nous avons constaté au niveau des sentinelles de la République. Mais un refus catégorique ne fait pas la même lecture. Une mauvaise volonté du pouvoir en place d'exécuter la feuille de route de la CEDEAO. Sinon, à quoi rime ce qui se passe actuellement à la CENI avec cette course effrénée, on ne comprend pas, avec cette manière cavalière de conduire les choses à la CENI. Ce recensement-là qui est en cours, mais c'est un recensement bizarre qui ne rime à rien. Nous allons en venir à ce recensement, mais d'abord, les mêmes revendications sont faites par l'honorable Nicodème Ayaw Rabia qui s'inflige une grève de la faim depuis pratiquement plus de 15 jours. Pensez-vous que son action n'est-elle pas inutile, comme le pensent certains? Dire que l'action de grève de la faim d'un puisqu'il réclame aussi la libération des détenus. Dire que l'action de grève de la faim d'un concitoyen est inutile, une grève de la faim pour réclamer la libération d'autres concitoyens est inutile, c'est faire preuve d'humanisme, d'inhumanisme. Pourquoi? C'est faire preuve d'inhumanité. Mais les autorités ont considéré cette grève de la faim comme de la comédie. Justement, parce que ça prouve le mépris, le degré de mépris des autorités à l'endroit du peuple togolais. Comment on peut dire que par rapport à une situation d'injustice, un concitoyen qui s'inflige, comme tu l'as dit, une grève de la faim, et pendant plus de 2 semaines, affaibli, il urge de lui administrer des soins. Et on bloque, d'abord, on bloque l'ambulance. Les téléspectateurs peuvent suivre l'image. On bloque l'ambulance et après, on dit qu'il fait de la comédie. Mais c'est un mépris. C'est un mépris vis-à-vis du peuple togolais. Et nous pensons que c'est un scandale. C'est un scandale quand un ministre de la République dit que la grève de la faim d'un concitoyen pendant plus de 2 semaines qui a besoin de soins, très affaibli, abattu, on dit qu'il fait de la comédie. Nous pensons que c'est un scandale. Le ministre a bien pesé ses mots. C'est un scandale. Donc ça prouve à combien les dirigeants pensent qu'ils sont tout puissants. Ça prouve leur degré d'insouciance, d'indifférence vis-à-vis de la misère dans laquelle patauge le peuple togolais, vis-à-vis de la souffrance du peuple togolais. Donc pour nous, sentinelles de la République, c'est un scandale et le peuple togolais doit se mobiliser pour pouvoir arracher la libération de toutes ces personnes qui sont toujours en détention. Et pourquoi l'honorable n'a pas pu être évacué sur Accra? Mais allez demander à ceux qui l'ont bloqué à la frontière. Dans un premier temps, un avion médicalisé qui était arrivé, on a dit non. Et de surcroît, c'est ça aussi le Togo. Quand on a besoin des gens, on sait les respecter. Ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le Ghana, avec sa forte implication dans la facilitation, aujourd'hui qu'on sort un peu la tête de l'eau, mais vous avez vu comment le ministre là même qui a été toujours envoyé par le président ghanéen, le ministre Kandata, dans la résolution de cette crise-là que nous traversons, il était à bord, le ministre a confirmé qu'il était à bord de l'avion. Mais du moins, mais il n'a pas respecté la situation que nous vivons actuellement, par rapport au fait que le Ghana est facilitateur dans la crise que nous traversons, on aurait dû nous épargner de tout ce protocole-là. Puisque le ministre n'a pas respecté les formalités. Que dans un premier temps, que le Ghana, ou soit l'émissaire, a posé le problème. Du moins, s'il a posé le problème, c'est une vie qui est en danger. Mais on ne va pas laisser un compatriote mourir parlant de protocole. C'est exagéré. Donc pour nous,
les facilitateurs aussi vont désormais découvrir le régime, la face du régime sous lequel le peuple togolais croupit. Et au cas où il advenait l'irréparable, on ne le souhaite pas, à qui la faute? Est-ce à imputer à Nicodème Rabia lui-même ou bien au gouvernement togolais qui refuse de céder aux exigences de Nicodème? Oui, à qui la faute? Mais Nicodème Rabia, l'honorable Nicodème Rabia ne réclame pas la libération de son enfant ou d'un parent. Mais l'action salutaire que le député Rabia, l'ancien député Rabia est en train de mener, c'est une action qui va dans l'intérêt de la justice. Quand je parle de l'intérêt de la justice, parce que ceux qui sont toujours en détention sont arbitrairement détenus. Non, le ministre disait bien qu'il faudrait laisser l'affaire à la justice, que la justice... Mais si l'honorable Rabia ne réclame pas, quand ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas son enfant qui est en détention, et il réclame la libération des Togolais qui sont arbitrairement détenus, mais s'il advenait par négligence au niveau de l'État, l'irréparable arrivait, mais tu as de comprendre, au peuple togolais de comprendre. Comprendre quoi? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne se sent impliqué en rien. Il voit que cette action... Comment dire que le gouvernement ne se sent impliqué en rien? Mais le gouvernement a l'obligation de protéger les citoyens. Et il est plutôt du devoir du gouvernement, ailleurs, sous d'autres cieux, ailleurs, une grève de la faim. Avec, à ce niveau, plus de 2 semaines de grève de la faim, c'est au gouvernement de prendre les mesures idoines pour sauver ce concitoyen-là. Mais d'autres bonnes volontés se sont manifestées pour pouvoir sauver le monsieur, mais on nous oppose des protocoles. Vous parlez du Ghana? Oui, on nous oppose des protocoles, on nous oppose des... Mais je pense qu'il est désormais avéré en réalité que nos dirigeants, le gouvernement ne prend pas de la hauteur ou ne prend pas à cœur les revendications légitimes du peuple togolais. Le souci du gouvernement, ce n'est pas le peuple togolais. C'est le résumé, c'est ce que nous tirons comme conclusion. Et à la dernière nouvelle, nous avons appris que l'honorable a allégé un peu sa grève en voulant au moins prendre de l'eau, ajouter un peu d'eau à son alimentation pour... Est-ce que vous êtes également pour? Oui, il y a le service de communication de son parti qui a informé l'opinion, qu'il a allégé un peu sa grève. Je pense que l'honorable Rabia est déterminé à avoir 15 de cause avant de laisser tomber cette grève de la faim. Vous y étiez quand il était devant l'ambassade. Quelle était votre discussion? Oui, les sentinelles de la République étaient à ses côtés. D'abord pour le soutenir parce que, je l'ai dit tantôt, nous partageons la cause qu'il défend. Et c'est justement cette cause qui nous a amené dans la rue aux côtés du Front Citoyen Togo Debout le vendredi passé. Et donc, nous y étions pour pouvoir le soutenir parce que ce que l'honorable Rabia a fait, c'est à la jeunesse de le faire. Est-ce que la jeunesse est mature? À son rang. Mais c'est pas parce que l'honorable Rabia ne trouve pas quoi manger qu'il a déclaré sa grève de la faim. Non, nous avons même lu sur les réseaux qu'il avait des démêlés avec la justice financièrement. C'est pourquoi il s'est donné. Je ne sais pas, on n'a pas cherché à voir si c'est vrai. Je ne vais pas sur les terrains des supputations et toutes ces formes de banalité qui se racontent sur les gens. Moi, je ne vais pas sur ce terrain. Ce que je sais, c'est nous sommes allés chez l'honorable Rabia pour lui témoigner notre gratitude, pour l'encourager et surtout le remercier par rapport à ce qu'il fait. Et nous avons reconnu devant l'honorable Rabia que ce qu'il fait là, en son rang, se ravaler, dormir à même le sol, que c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités, que c'est à la jeunesse de faire ça là. Et nous avons eu de longues discussions avec l'honorable Rabia au niveau de l'ambassade là-bas. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous a écoutés. On a échangé. Et je pense que c'est un exemple qu'il nous a donné en tant que jeunes. Parce que ce que nous traversons au Togo, la jeunesse doit être endurante. La jeunesse doit jouer sa forte partition pour que nous sortions de l'ornière.
Et qu'est-ce qui empêche cette jeunesse de jouer sa partition? Parce qu'ils ne se sentent mêlés, ils se disent la politique c'est pour d'autres personnes. Nous, on n'en a pas encore besoin. Notre souci, c'est l'emploi. Mais le souci de l'emploi, est-ce que l'emploi est suffisant au Togo? Quand on nous dit que le souci de l'emploi, il faudra justement créer les conditions pour avoir suffisamment de l'emploi pour tous les jeunes. Et nous nous battons pour avoir ces conditions-là. Parce que tout se joue au niveau politique. Quand ça ne marche pas au niveau politique, ne pense pas qu'au niveau... Ça a des répercussions graves au niveau social, au niveau économique et tout. Donc, si la jeunesse dit aujourd'hui que c'est l'emploi qui la préoccupe, mais il faudra justement créer qu'on se batte pour avoir les conditions pour que l'emploi soit suffisant pour tous les jeunes. Et c'est pour ces conditions-là que nous nous battons. Tu as dit tout à l'heure que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Oui, pour ça, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Parce que vous savez que la politique a été pendant longtemps très violente au Togo. Au point que quand vous y mêlez, c'est les parents qui disent mon enfant, tu vas te faire tuer pour rien. Il y a ce facteur-là, il y a cette peur-là. Mais il y a également le côté leadership. Et c'est justement ce pourquoi les sentinelles de la République ont vu le jour. Pour pouvoir, parce que la jeunesse manque de leadership. Pour pouvoir tirer cette jeunesse-là, à prendre ses responsabilités, il faudra un leadership assez éclairé. Et donc pour nous, au niveau des sentinelles de la République, nous pensons travailler progressivement pour pouvoir avoir l'adhésion du maximum de jeunes à nos côtés, aux côtés de la lutte pour la faire aboutir. Parce que tenez-vous bien, en 90, c'est la jeunesse qui a fait bouger les choses. Bien sûr. Donc, pour nous, il faudra interpeller cette jeunesse-là à travers ce leadership éclairé pour qu'elle vienne parachever ce qu'elle a commencé. Parachever bien sûr ce qu'elle a commencé. Dans les revendications, il y a également l'arrêt du processus électoral. Vous avez commencé avant que je ne vous ai interrompu. Force est de constater que malgré le boycott lancé par la C14, le recensement électoral se poursuit paisiblement. Les populations vont se faire enregistrer. Est-ce un échec? Non, pourquoi parler d'échec? La preuve, moi ici au plateau, je ne me suis pas recensé. L'hirondelle ne fait pas le printemps. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais ce que je te dis, ce n'est pas un cas isolé. Mais j'ai plein de gens qui ne sont pas allés. Parce que les Togolais, aujourd'hui, vous voyez quand même des gens. Quand tu le dis ainsi, le parti uni, quand je dis le parti uni, parce que vous voyez des ministres de la République, membres de ce parti, qui viennent défendre la CENI. Alors qu'on nous dit que la CENI, c'est une entité autonome. Par rapport à cette histoire de recensement, vous voyez les ministres de la République se balader sur des médias de la place pour pouvoir défendre cela. Alors que la CENI est là. Le responsable, le président de la CENI, il est là. Je pense que c'est le responsable de la CENI d'aller défendre tout ça là sur les médias. Mais vous voulez faire allusion au ministre de la décentralisation. Ça veut dire que la CENI est au bas du parti au pouvoir, du parti uni. Bien, on le prouve. Donc, ce que nous disons, je vous assure que la majorité des Togolais, du moins par rapport à la première zone, ne sont pas allés se faire recenser. Mais on va attendre le bilan pour voir. Parce que ce que vous dites là, mais c'est à base de manipulation. Le peu de monde qui est allé là-bas, c'est à base de manipulation. Tout ça là, que les gens, finalement, ils vont, mais c'est... Même si c'est à base de manipulation, l'influence n'y est pas. Quand vous circulez dans les centres d'enrôlement, l'influence n'y est pas. Surtout ce week-end, hier et aujourd'hui, les gens se sont... Ça, c'est le constat que j'ai fait. Pour les zones que moi j'ai parcourues, l'influence n'y est pas. Ça voudrait dire que les Togolais, dans leur large majorité, ont décidé de ne pas aller se faire recenser parce qu'ils ont compris que la façon unilatérale avec laquelle la CENI conduit ce recensement-là n'est pas normal. Parce que ce que nous disons là, c'est scandaleux. Mais on nous dit que la CEDEAO est venue pour régler, pour trancher une fois pour de bon le problème de la CENI qui divisait. Oui. Et on a
demandé, finalement c'est de façon paritaire, on a demandé aux 8 représentants, du moins du côté de l'opposition, la vraie, la C14, d'aller rejoindre la CENI. Mais la C14 a envoyé le nom de ses représentants. Mais les représentants ne sont pas encore à la CENI. Mais quel est le regard que la C14, du moins l'opposition, a? Même à ce niveau, il y a un quoi pour pouvoir respecter ce qui se passe à la CENI. Bien sûr, même à ce niveau. Monsieur Koudjodi, je ne vois pas pourquoi on veut nous lancer dans une course effrénée pour pouvoir finalement arriver encore à un chaos. Je pense qu'il faudra penser à une résolution définitive de la crise togolaise. Et je pense que le pouvoir en place n'est pas dans cette posture. Je vous disais que même au niveau de l'Assemblée nationale, il se pourrait que l'UFC aussi se réclame de l'opposition, ce qui constitue de l'entrave pour le... C'est une contorsion. C'est une contorsion. Je vous dis, vous êtes intellectuel. Excusez-moi. Je vous dis, vous allez à l'université ici. Vous questionnez un étudiant de première année. Vous lui demandez est-ce qu'on peut être au gouvernement et en même temps dans l'opposition. Il vous dira non. Il se réclame de l'opposition. Donc, ça c'est une contorsion, c'est une aberration. On ne peut pas se dire, on ne peut pas être au gouvernement, conduire la politique du parti au pouvoir. Parce que les ministres qui sont au gouvernement, les ministres UFC qui sont au gouvernement, mais déroulent la politique du parti uni, du gouvernement du parti uni. On nous dit que l'UFC qui est au gouvernement se réclame encore de l'opposition. C'est scandaleux. Donc pour nous, cette affaire-là, je pense que le bon sens doit revenir à la Maison Jaune pour que le bonhomme quitte simplement la CENI pour laisser sa place aux méritants, aux plus méritants. Et est-ce vrai que c'est ça qui chope les choses au niveau de l'Assemblée nationale? Selon les informations que nous avons aussi reçues, il semble que le représentant de l'UFC à la CENI ne veut pas démissionner. Mais en réalité, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que le bon sens doit revenir à la Maison Jaune, parce que il faut cesser d'être ridicule dans ce pays. Il faut cesser d'être ridicule dans ce pays. Donc, je pense que le bon sens va revenir pour que M. Roumao démissionne de la CENI. Et par rapport à cette CENI, au niveau des sentinelles de la République, peut-être que nous avons sorti des communiqués et tout, nous réclamons que le président de la CENI, le professeur Katanga, démissionne. Pourquoi? Parce qu'il a montré ses limites, il a vraiment montré qu'il ne peut pas conduire le processus électoral en toute transparence. Mais parce que ce qu'il fait là, mais une série contestée, finalement la CEDEAO est venue nous dire, régler, que les représentants de l'opposition viennent à la CENI, que la CENI, de façon inclusive, conduise les travaux. Mais est-ce que les 8 représentants de l'opposition sont déjà allés à la CENI avant que le professeur Katanga ne commence son recensement? Mais jusqu'à preuve de contraire, la CEDEAO... Donc nous pensons le souci de la jeunesse, parce que c'est nous qui en pâtissons à la fin. Quand vous voyez les troubles, quand vous voyez tout ce qui se passe en tant que trouble, en tant que chaufferie, tout ça là, d'ailleurs ceux qui sont à la prison sont majoritairement des jeunes. À la fin, c'est des jeunes qui sont embastillés, à la fin, c'est des jeunes qui meurent. Donc nous disons que pas des erreurs ou sur la base de certains calculs partisans, il ne faut plus emballer dans la jeunesse dans des aventures sombres avec de graves conséquences. Ce que nous disons, pour nous réclamons que le professeur Katanga démissionne parce qu'il a montré toutes les idées que les gens lui prêtaient, qu'il est inféodé, que c'est un monsieur inféodé, que c'est un monsieur qui ne peut pas conduire le processus électoral en toute transparence. Donc pour nous, il faudra justement que ce monsieur démissionne parce qu'il a montré ses limites pour qu'un nouveau bureau se forme à la CENI avec les 8 représentants. Mais n'est-il pas urgent que la CENI conduire les travaux de façon consensuelle? Bien sûr, comme réclamé, comme recommandé par les facilitateurs sur la base de la feuille de route. Effectivement, pourquoi la CEDEAO ne se prononce pas pour arrêter, bon, comme le souhaite l'opposition, la CEDEAO elle est muette par rapport à ce qui se passe actuellement ces derniers jours, bien sûr. Mais vous étiez là quand les gens s'égosiaient
quand les gens bombaient le torse que c'est fini, le train est parti. Mais ce train-là a été arrêté. Mais tenez-vous bien que la CEDEAO, la crise que nous traversons, nous devons reconnaître, les Togolais doivent comprendre que la crise est allée trop loin. La crise fatigue même la CEDEAO. La crise a tellement duré que la communauté internationale est décidée à régler définitivement le problème togolais. Et sur cette base, ce que nous faisions avant, c'est-à-dire cette façon de déplacer les problèmes, de faire tout pour de petits arrangements et à la fin, on va aux élections avec des contestations qui suivent et tout ça là, je pense que la CEDEAO est définitivement engagée sur le problème togolais. Donc, pour nous, si déjà les gens ont dit dans ce pays que le train des élections est déjà parti, que la CENI, qui revient tout simplement à l'opposition d'envoyer ses 4 représentants au départ. Et la CEDEAO est venue ici pour régler le problème. Je pense que la CEDEAO est en train de suivre ce qui se passe sur le terrain parce qu'ils ont leurs experts, ils ont des gens sur le terrain. Donc, et ils sont suffisamment informés que les populations togolaises, dans leur large majorité, contestent le recensement en cours. Donc, ils vont, selon nos informations, il semble que la coalition a saisi la facilitation. Et donc, nous pensons que la facilitation va prendre ses responsabilités. Et quelle est l'image à voir après? Est-ce qu'on va refaire le recensement électoral dans la première zone? Ou bien, bon, si on ne le refait plus, si la CEDEAO revenait dire qu'il faut donner libre cours, les gens qui ne se sont pas fait enrôler ont perdu. Mais pour nous, le gros boulot même revient aux Togolais. Quand nous disons la CEDEAO, parce que nous comptons sur la bonne foi des facilitateurs et nous disons qu'une fois pour de bon, que désormais le problème togolais, cette particularité effarante que constitue le Togo dans la sous-région sera réglée. Mais pour nous, au niveau des sentinelles, le gros du boulot revient à la jeunesse et surtout à la population togolaise. Mais parce que ce qui se passe à la CENI, mais si la CEDEAO revenait au Togo pour nous dire, pour valider, pour donner raison, pour valider le recensement frauduleux en cours là, mais je pense qu'il revient aux Togolais de prendre leurs responsabilités, surtout à la jeunesse de prendre ses responsabilités. En quoi faisant par exemple? Mais j'ai bien dit qu'il revient aux Togolais de prendre leurs responsabilités, à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Donc avec cette allure, la fin de la crise, elle est encore très très loin. Je pense que c'est cette bonne volonté qui manque cruellement au niveau du pouvoir qui va encore plomber les choses. Parce que si vous voyez déjà la CEDEAO, même le comportement qu'affiche le pouvoir déjà vis-à-vis de la feuille de route de la CEDEAO, mais vous devinez en même temps que ces gens-là ne veulent pas que cette crise-là finisse au Togo. Ils veulent encore déplacer les problèmes. Non, mais pour un éternel recommencement. Pour nous, au mouvement Les Sentinelles de la République, nous ne devons plus déplacer les problèmes. Il faudra régler définitivement les problèmes pour relancer notre pays. Parce que le pays est en retard. Nous n'allons pas concentrer tout le temps nos énergies sur la politique. Et c'est une réponse aussi à la jeunesse qui dit qu'elle est fatiguée, que son problème c'est l'emploi. Il faudra régler parce que toute l'énergie, toutes nos attentions sont concentrées sur la politique. Il faudra régler le problème politique pour amorcer un véritable développement de notre pays et trouver de l'emploi à tous les jeunes. Ce petit pays, combien nous sommes pour souffrir tant? Qu'arriverait-il si les Togolais n'allaient pas aux urnes le 20 décembre? Mais je pense que cette date n'est pas une date fétiche. Quand les gens fredonnent à corps et à cri le 20 décembre, est-ce que le Togo ne va plus exister après le 20 décembre? Nous, au mouvement Les Sentinelles de la République, le souci majeur, c'est de créer les conditions, les vraies conditions de transparence d'une vie démocratique normale dans notre pays. Les élections, ce n'est pas notre préoccupation. Le 20 décembre, et les facilitateurs, le ministre guinéen l'a bien martelé, que le 20 décembre n'est qu'une date indicative. Donc pour nous,
Ceux qui en font une date fétiche, c'est leur problème. Pour nous, pour la jeunesse, c'est arriver à sortir une fois pour de bon de ces problèmes politiques pour pouvoir amorcer le véritable chemin de développement de notre pays. Dernière question, selon vous, M. Koudjodi, qu'est-il lieu de faire pour mettre définitivement fin à cette crise qui a tant duré? Mais il faut de la bonne foi des acteurs, tous bords confondus. Il faut se départir de ces petites considérations partisanes, ethniques et tout. Pour nous, il faudra, comme le dit le slogan Les Sentinelles de la République, mettre le Togo en avant. Pour nous, le Togo compte avant tout, le Togo d'abord. Donc, pour une résolution définitive de cette crise, il faudra du patriotisme. Il faut que tous les acteurs prouvent qu'ils aiment ce pays en jouant véritablement leur partition, chacun à son niveau. Il faudra accepter les règles démocratiques comme cela se passe dans tous les pays civilisés. C'est le refus des règles démocratiques qui pose problème dans notre pays. Il faudra créer les conditions d'une vie démocratique dans notre pays en acceptant les réformes dans l'esprit de la Constitution de 1992. Et le gouvernement ne s'y oppose pas. Mais le comportement déjà qu'affiche le gouvernement vis-à-vis, le mépris même vis-à-vis de la feuille de route de la CEDEAO prouve que ce gouvernement n'est pas prêt à opérer les réformes. Et la jeunesse doit être debout pour exiger les réformes avant toute élection dans notre pays. Nous n'allons plus accepter qu'on déplace avec des réformettes, qu'on déplace encore la question des réformes. On ne va pas faire des élections, on ne va plus faire d'élections dans notre pays sans les réformes. Et la jeunesse est prête à assumer ses responsabilités pour que les réformes aient lieu avant toute élection. Nous avons déjà entendu ce discours, mais vers la fin, les gens sont allés aux élections sans des réformes. Donc, nous voici au terme de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. Merci, mon frère et ami. Et merci à tous les téléspectateurs. Le plaisir a été grand d'avoir partagé ces instants ici. Et nous reviendrons sûrement à votre invitation. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Je rappelle que vous pourrez revoir cette émission sur YouTube. Il suffit seulement d'aller dans Recherche. Vous tapez le nom de l'émission Actu 7 sur 7 sur la télévision Espoir 47, suivi du nom de l'invité. L'invité y répond au nom de Koudjodi Espoir. Je ne saurais vous quitter sans dire un sincère merci à Wetrido Aoudia qui a assuré la régie, Octaviano Alagbo à la caméra. Alors, bonne fin de week-end à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.